Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, je suis très contente de te recevoir à mon micro. Écoute, je ne sais pas par où commencer tellement il y a de choses à dire sur ton travail, donc je vais faire une introduction, j'espère pas trop longue, mais juste pour poser un peu le cas de qui tu es, puis on va rentrer ensemble dans cette conversation. Donc toi, tu es designereuse, Oui. tu as travaillé sur énormément de scopes différents, que ce soit des espaces publics, la scénographie, des intérieurs, des théâtres, le bâtiment, enfin bref, des objets évidemment. Tu es l'une des designers les plus connues au monde. Ton prisme n'est jamais l'ajout d'un nouvel objet dans l'espace, mais vraiment la création d'un dialogue avec l'usager potentiel. Tout est toujours en un mouvement perpétuel. Ce que j'adore, c'est que tu as une vision qui est globale, systémique, que tu considères le rôle du design comme celui de justement faire ce pas de côté pour proposer des choses nouvelles et pas que justement être dans ce focus solution. En ce moment, on va en parler, tout est toujours cyclique, donc tu as toujours suivi ce rythme-là, mais plus intensément, on va dire, tu te reconfigures et tu oses aussi en parler. Donc, tu as des partis pris que tu partages et tout est aussi dans cette générosité de vouloir offrir aux autres les fruits de décompréhension que toi, tu as. Tu fais beaucoup de workshops, tu es beaucoup en contact aussi des jeunes, des écoles, des étudiants. Enfin, je trouve que c'est une posture aussi qui est super inspirante. Et pour commencer donc cette interview, j'aimerais bien que tu nous peut-être partage aujourd'hui d'où tu nous parles, tu vois. Qu'est-ce qui est en présence un peu aujourd'hui pour toi? Alors, je parle en effet d'un état de designereuse qui se cherche, qui aimerait faire en sorte que le design évolue. Donc, je le fais à ma petite échelle. Je vais toujours m'adresser, je parle pour moi, je ne parle pas pour le design en entier. J'étais assez naïve de penser que tous les designers le faisaient jusqu'à peu, et puis je me suis aperçue que ce n'était pas vraiment le cas. Ceci dit, j'apprends dernièrement que les grands cabinets de conseil sont en train de racheter les entreprises de design. Donc en fait, je pense que le design est un moment charnière. Alors peut-être qu'on n'a pas su expliquer aussi vraiment notre savoir-faire, en quoi on pouvait porter justement ces transitions, ce changement qu'on doit impérativement mener. Moi, j'y crois. Je le fais à ma petite échelle avec les commanditaires qui passent la porte et avec qui je collabore. D'ailleurs, tu parles là du design, mais c'est que ça n'a jamais été bien clair, cette histoire, en fait. Le design... en fait, et tant mieux, j'aime bien cette idée que le design ne soit pas défini. On n'est pas dans une corporation comme l'architecture où il y a des limites. Moi, je me suis jamais sentie dans des limites précises et ça me permet comme ça d'investir des lieux, d'inventer des pratiques. Et je pense que c'est essentiel. Surtout aujourd'hui, ça devient primordial. À quel point, tu vois, dans ta vision et ta pratique du design, le vivre ensemble, tous aujourd'hui sur cette planète, tu vois, est ton point de départ quelque part. Comment Oui, alors ça a toujours été quelque chose d'important dans ma pratique. Défendre le commun, c'est quelque chose de central. Et je dois dire de plus en plus, puisque on avait en fait des structures sociales très très fortes. Elles sont en train d'être fragilisées. Et donc, on a cet individualisme qui est là, on le comprend bien pourquoi, en fait, qui fait partie de ce monde un peu capitaliste qui est là. Et le commun diminue, un peu comme une peau de chagrin. Donc, je pense que notre rôle, c'est vraiment de le favoriser dans tous les projets. Donc, le commun, mais il peut prendre plein de formes, en fait. Et c'est retrouver, justement, une diversité de formalisation de ce commun. Et du coup, là, je t'entendais parler du rôle de designer dans l'amélioration de l'habitabilité du monde. Tu peux développer ça? Qu'est-ce que tu entends? Oui, c'est en fait la définition qu'on pouvait donner il y a très peu de temps, mais là, on voit bien que ça ne marche plus. Alors, pourquoi ça ne marche plus? C'est parce que là, c'est la bifurcation, c'est la rupture, en fait, qui est la solution. C'est la bascule. C'est vrai. Et donc, aujourd'hui, si on en revient justement avec ce vivre ensemble, etc., toi, quand tu engages les choses maintenant, tu le fais en connaissance de cause. Et comment est-ce que tu nourris tout ça? Déjà, c'est une remise en cause un peu perpétuelle. Ça, je l'ai toujours fait, parce que je pense que ce métier doit se nourrir de remise en question. Et là, bien sûr, avec les enjeux climatiques. Donc, c'est beaucoup de lecture et c'est surtout s'entourer de philosophes écologues, parce qu'en fait, ce qui nous reste, c'est la pensée. Quand on fait un peu le bilan de ce sur quoi on peut s'appuyer, et en fait, en France,
on a cette capacité à bien penser. Ou en tout cas, on a cette capacité à sortir des chemins battus de la pensée et essayer de construire quelque chose une pensée personnelle, une pensée. On est outillé en fait. Et il suffit, ça demande, mais il convient de convoquer les bons auteurs. C'est plusieurs en fait. C'est un corpus de gens qui sont là et de prendre. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. Je les convoque et je prends la matière qui va me servir forcément après dans un projet. C'est-à-dire que souvent ça vient de j'extrais une phrase et cette phrase va faire projet parce qu'elle me donne en fait une direction pour légitimer le fait de faire un projet aujourd'hui. Voilà. Donc ça peut être par exemple sous la maison respire le sol, ça peut être le temps de la restitution, ça peut être des phrases comme ça qui m'inspirent et qui me donnent le courage d'aller construire à côté, d'essayer de comprendre comment on peut avoir peut-être une vision plus globale, mais en même temps construire quelque chose complètement ancré dans une situation. En fait, c'est marrant parce que j'ai un peu fait moi aussi ma bifurcation un peu avec cette même architecture, c'est-à-dire de convoquer un peu des rôles modèles, on va dire, à certains égards, d'y piocher ce qui résonnait pour moi et de faire moi-même, de me sentir portée et nourrie surtout, grandie, évoluée par ces personnes qui précédemment avaient pensé ici et là, des choses qui aujourd'hui ont résonné très très fort pour moi. Et donc c'est une communauté de pensée tout simplement, et on n'est pas tout seul en fait à se questionner. On partage les questionnements et certains vont un peu plus loin, ils ont un peu des amorces de réponses. Donc en fait c'est important parce que sinon à un moment donné on est dans cette sidération qu'on nous provoque en fait. C'est pas et il faut en sortir, il faut redevenir actif, il faut faire travailler cet outil qu'on a qui est la pensée, qui est puissante. Et comme tu dis, en fait, moi j'ai l'impression que je retrouve dans ces personnes-là, dans ces lectures, dans ces conférences, les podcasts, etc. Et aujourd'hui, vraiment, on peut remercier quand même l'époque pour la richesse et l'accessibilité qu'on a à cette information. Et c'est vrai que le pouvoir des mots, parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à verbaliser. Ou alors on les verbalise qu'avec de la colère. Ou alors qu'avec des choses qui sont dans le négatif. Oui, ce sont des concepts qu'on recherche en fait. C'est plus des concepts. Voilà. Exactement. Ouais. Et ça nous permet, c'est des balises un peu comme ça. Tout à fait. C'est pour ça que j'appelle ça aussi une communauté de pensée. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On peut aller les chercher, les convoquer, se les approprier et arriver à donner sa propre matière autour de ces concepts. Et bien sûr, il y a des noms comme Bruno Latour, qui lui était encore plus généreux parce qu'il il nous faisait il nous donnait déjà un espèce de chemin pour construire en fait notre appropriation. Ouais, j'en ai déjà parlé à plusieurs égards dans le podcast, mais oui, j'invite tous les auditrices et auditeurs à aller regarder, lire, écouter beaucoup de choses de lui. Pour donner un petit exemple, peut-être que tu vois, je me rappelle de cette exposition que tu avais fait sur le pain. Oui. Et aussi, en fait, alors je sais pas si c'était en résonance directe ou pas, mais tu sais, tous ces écrits de notamment Roland Feuillas, que j'avais d'ailleurs interviewé il y a peut-être 4 ans déjà, là, et qui était revenu avec Pascal Pot. Ils s'étaient rencontrés ensemble. Qu'est-ce que par exemple, tu avais voulu partager ? Oui, en fait, faire une exposition aujourd'hui, c'est partager mes questionnements. Et c'était un peu une tentative de dire, mais le design, à quoi ça peut servir aujourd'hui ? La première idée, c'était de dire, on peut réactiver des choses, puisque nos ancêtres, quelque part, ils créaient des structures qui faisaient sens. Donc, et notamment, ils avaient une relation au pain qui était autre. Le pain avait une place différente, en fait. Donc, c'était pas une baguette qu'on utilise pour faire un sandwich, vous voyez, pour accompagner les moments d'alimentation, rapide, parce que la baguette a servi à ça, en fait, faire les sandwichs. Non, le pain, c'était un pain qu'on faisait pour la semaine. On coupait une tranche. Il avait une place dans la maison, mais surtout, le pain était fait avec de la farine ancienne, en fait, avec des blés anciens, donc avec des blés qui n'avaient pas été transformés. Donc, en fait, tout se tient, voilà. Donc, j'avais lu, en effet, le livre de Roland. Je suis allée le voir aussi. À Cucugnan. À Cucugnan. C'était une super rencontre. Voilà, donc j'avais aussi envie de
convoqué Roland dans l'expo pour montrer que lui a lui-même bifurqué. Il a pensé que c'était le pain qui lui permettait justement de revenir à quelque chose d'essentiel et en passant par toutes ces étapes d'abord rénover le moulin. Le pain, c'est aussi comment on vient moudre le grain, donc redevenir un spécialiste de la transformation, mais aussi d'aller chercher les blés anciens non transformés, donc de offrir ça aussi pour d'autres boulangers, des formations, et voilà. Et donc tout un système qui se met en place et un chemin qui continue. Quand on voit la structure de Roland et on s'aperçoit qu'il a un écologue, un boulanger qui travaille avec un écologue dans sa propre structure, là, quelque part, c'est dit waouh, on devrait tous être comme ça, en fait. Ça. Ouais. Et en fait, ce que tu partageais aussi à l'occasion de cette exposition, c'était, et le message que moi j'ai vu en tout cas, c'était retrouver aussi ces connaissances un peu oubliées. Oui. Et refaire lien avec le vivant par l'alimentation aussi. Ouais, alors ça, c'est ça. Parler de notre alimentation, parler de cette transformation qui nous détruit, en fait, petit à petit, parce que les maladies qui arrivent, c'est pas juste comme ça. Parler que le design, là, en l'occurrence, c'était juste de réactiver la panetière, qui est en fait un objet qui était fabriqué, sculpté, qu'on mettait à l'intérieur de la maison. Donc, j'ai simplement positionner cette panetière sur un fond très coloré pour montrer que... Voilà, donc c'est quelque part se dire la première réponse d'être designer aujourd'hui, c'est de regarder ce qu'ont fait nos anciens et peut-être de réactiver certaines choses. Il y avait une deuxième pièce qui était dans l'idée de dire le design peut aussi servir à montrer comment peut-être se séparer des objets, ce qui est quand même l'inverse de notre métier et ce dont on est capable de se séparer, enfin ce qu'on peut mettre de côté en fait. Donc j'ai imaginé un endroit où on va poser les objets et on les pose là et puis s'ils ne servent pas, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin concrètement. Et il y avait un double niveau, un plateau pour poser les objets et au-dessus une tête avec un angle dedans et on peut aussi y mettre un petit papier avec un mot. Et je donne toujours cet exemple de dire on peut mettre par exemple patriarcat sur ce petit mot. Donc, est-ce qu'on est aujourd'hui capable de se séparer du patriarcat ? Voilà. Donc, c'est à la fois, là encore, dans le système de pensée et dans l'action de choisir les objets. Est-ce que tu trouves que ce moment de l'histoire nous fait aussi, parce que ça t'en as toujours parlé du fait que toi, tu faisais pas du beau, parce qu'en fait, il y avait quand même ce biais de... un objet, une forme est contextualisé, donc si c'est comme ici, là, devant une poubelle ou dans un musée, oui, ça tout à fait. La forme n'est pas lue de la même façon par une personne et même dans un contexte différent. Donc en effet, si on voit un objet dans un musée ou si on le voit dans la rue déposé, on n'aura pas la même relation à l'objet. Donc j'ai toujours pensé que c'était pas quelque chose de fiable. Moi, j'aimais... Parce que quand tu t'es aperçu de ça, proposer quelque chose aux gens. Tu es designer. J'étais en formation. Oui, j'étais à l'école. Là, tu t'es dit, il y a un problème. Comment je vais faire pour... Oui, et donc je me suis dit, je vais plutôt proposer des rituels, en fait. Les rituels, on mange, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je vais travailler autour des rituels. Et c'est pourquoi je pense que le design est plus de l'anthropologie appliquée, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, la façon dont on interagit ensemble. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. L'objet n'est qu'invité, en fait, dans cette... mais c'est pas le, c'est pas le central. C'est pas le... Voilà. Donc, la forme, elle est au service de ça. Elle ne vit pas toute seule, en fait. Elle n'est pas autonome. Cette idée, bien sûr. Tu peux revenir un peu sur cette idée d'anthropologie appliquée parce que... Oui, c'est Marc Auger qui l'a défini. En fait, j'ai eu la chance de discuter justement sur le design et c'est lui qui avait dit que c'était de l'anthropologie appliquée. Ça me va très bien parce que quand on parle de rituel, quand on se dit ce qui est important, c'est... moi, j'ai basé toute ma pratique sur les scénarios de vie en fait, sur les scénarios d'usage et scénarios de vie. Donc en fait, c'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est très... c'est porteur aussi, parce qu'il y a cette idée de... en fait, l'art de vivre, que souvent on a réduit à l'art de la table, parce que, voilà, les mots... En fait, non, c'est vraiment
comment est-ce qu'en fait, le rôle du designer, c'est aussi à chaque instant, justement, comme tu dis, on cuisine, enfin voilà, on lit un bouquin, on dort, on accueille. Comment faire hospitalité, comment nous aussi prendre soin de nous au quotidien. Donc, Oui, c'est convoquer. Alors, on est dans un temps qui est compliqué, parce que la première pièce de mobilier que j'ai faite s'appelle la chaise empathique. Et voilà, quand on voit qu'Elon Musk nous dit que l'empathie, c'est le pire, en fait, on reçoit ça d'une façon un peu en plein cœur, quoi. C'est-à-dire que ça touche nos convictions profondes. Ouais. Et en même temps, aujourd'hui, et tu le partages très bien, tu nous dis, il y a des choses qui sont instinctives. La couleur, par exemple, on a autant la forme, forcément, ça convoque tout notre conditionnement, la manière dont on a élevé les habitus et tout ce qui fait nous en société, quelque part. Alors que la couleur... C'est direct, la couleur. On n'a pas besoin de l'interpréter. C'est quelque chose par les mêmes zones du cerveau, s'approprier. Après, je pense qu'il y a eu quand même un souci, puisqu'à un moment donné, on a fait comprendre aux gens qu'ils n'étaient pas des spécialistes de la couleur. Et ça, c'est une énorme erreur. Tout le monde est capable d'avoir une relation, de choisir ses couleurs. Petit à petit, on aime la couleur quand on est petit. On devrait continuer toute sa vie, en fait. Alors, certains le font, mais très peu de gens le font. Et moi, je suis étonnée quand il m'arrive de travailler sur des espaces intérieurs, et j'aime bien comprendre justement. Alors, on le fait un peu sur ses vêtements, peut-être un peu plus facilement, mais globalement, les gens, on en arrive à un état où les gens ont peur de la couleur. C'est-à-dire que, et pour moi, avoir peur de la couleur, c'est peur de vivre, en fait. C'est complètement corrélé. Et c'est pas que moi. C'est-à-dire, quand on regarde en voyageant, je me suis aperçue que, par exemple, je suis arrivée dans un petit village au Mexique. C'était un village qui était très, très pauvre. Et en fait, c'était très, très, très coloré. En fait, c'était presque ce qui leur restait, c'était la couleur, en fait. Et en fait, ils avaient des yeux qui pétillaient. Et je me suis dit, voilà, c'est ça en fait, la couleur, ça peut nous apporter ça au quotidien. Est-ce que tu crois que l'intérieur, c'est aussi un endroit de statut parce qu'on reçoit, beaucoup. Et qu'on se dit, on a peur de nos goûts, on a peur de faire une faute de goût, parce qu'il y a des magazines qui disent que cette année, c'est ça. Voilà, il y a eu des... Oui. Et puis ça, c'est aussi concrètement en lien avec le système marchand, tout simplement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une normalisation des goûts qui a un but bien particulier, on le sait. Et est-ce que toi, tu penses que justement, se poser cette question simple pour celles et ceux qui sont conscients de ça, qui ont envie justement d'ouvrir d'autres voies, de se reconnecter, parce qu'en fait, quand tu es déconnecté, c'est compliqué parce que tu t'es construit aussi en déléguant quelque part des choses à d'autres, parce que en tout cas, ça faisait pas partie de ta vie, tu avais pas de temps qui était dédié à ça, tu n'as pas construit de pensée, tu n'as pas construit des rôles modèles, tu sais pas trop, tu es un peu perdu. Et quand justement tu veux construire ça en autonomie, pour toi, se questionner sur les couleurs, tout seul, non, en fait, je pense que c'est l'alimentation qui te permet de changer le plus directement. Ouais. Pour toi, c'est le premier. Et c'est l'urgence, en fait. Ça demande aussi, parce qu'en fait, on est entouré de sollicitations. Mais c'est ça, en fait. Il faut faire écran à ces désirs qui sont ces espèces de propositions, de besoins factices qui sont proposés. Et ce qui apporte... Et ce qui nous transforme plus, c'est ça, parce qu'on l'ingère, en fait. C'est quelque chose de... Oui, donc, tu veux dire les forces de vie un peu qu'on ingère nous font du bien. Et on le sent. C'est-à-dire que le changement, il peut venir de là assez rapidement. Si on arrive à comprendre et si on arrive à se structurer autour de changer son alimentation. Parce que toi, tu penses qu'on a une énergie différente ? On a une énergie différente, bien sûr. On est ancré. C'est-à-dire que si on sait qui on fait vivre à travers le choix de sa nourriture, on n'est pas hors sol. Donc, je pense que c'est ça la clé, en fait. Et là, on s'aperçoit qu'on est mal parti. Parce que ce n'est pas vraiment ce qui est défendu en ce moment. Oui, mais en tout cas, après, il y a plein d'initiatives personnelles. Il y a des consciences qui naissent. Ça, mais le système global, ne favorise pas. Ouais. C'est pour ça que l'exposition du pain, elle était primordiale à cet endroit-là. Je pars de l'objet, mais en fait, mon propos, c'est de parler de ce qu'on mange, en fait. Ouais. Et de se reconnecter à la terre. Et je crois qu'aussi, tu faisais référence à la pâte du castor à un moment donné, non ? Dans cette exposition. Tu peux nous parler pourquoi ? J'avais une autre partie qui était un petit bureau d'anthropologue et écologue, justement. Et j'ai proposé des alternatives à la taxidermie
en collaborant avec quelqu'un qui fait de la peinture à l'aiguille. Donc, c'est de la broderie, mais qui est d'un niveau tellement haut qu'on le décrit comme une peinture. Et en donnant des présences animales, sans avoir la peau de l'animal et sans avoir le fait de l'empailler, mais une présence. Donc il y a une chouette effraie et puis un petit renard qui ont été faits dans un premier temps. C'est une collaboration avec la galerie Mika et Michael, avec qui je collabore depuis des années. Il est à Rennes, Michael, et il a comme fonctionnement de collaborer toujours avec les mêmes artisans. Donc en fait, depuis des années. Et donc ça, c'est un très beau. Il a constitué une tribu d'artisans d'art. Et l'idée, c'est Donc moi, sinon, j'avais pas eu cette idée de faire de la broderie. C'était pas du tout dans mon Bien que je m'intéresse de plus en plus au textile, parce que c'est aussi une façon de retrouver des choses simples et en même temps essentielles. Aller à l'essentiel. Et donc, la troisième collaboration avec Cécile, la brodeuse, ça a été de voir comment on pouvait, cette fois-ci, faire un projet qui serait plus en 3 dimensions, c'est-à-dire ne pas être sur une toile plate. Et donc, j'ai eu cette envie J'ai vu une illustration de quelque chose que j'ai interprété comme une main, voilà. Et en fait, c'était pas une main, c'était le pied du castor. C'était une main palmée, certes, mais elle avait vraiment une expression humaine, en fait. Et ça me donnait l'occasion de parler du rôle du castor, qu'on découvre aujourd'hui, son rôle sur la biodiversité. Et là encore, cette remise en cause du fait que en tant qu'humain, on artificialise, on vient contraindre la rivière, et petit à petit, d'ailleurs, elle se rebelle un petit peu en ce moment. Les éléments se rebellent. Et là aussi, c'est le dernier livre de Baptiste Morisot qui nous explique qu'il y a des exemples concrets de réimplantation du castor pour amener de la biodiversité et quelque chose d'assez encourageant, en fait, de voir qu'il y a quand même des solutions. Oui, en fait, juste pour recontextualiser, peut-être pour celles et ceux qui sont un peu moins familiers de cette pensée, de ce rôle-là, c'est Baptiste Morisot, avec tout un tas d'hydrologues et de personnes qui, justement, travaillent là-dessus. Alors, je crois beaucoup aux États-Unis, puis ça commence à arriver en France. En tout cas, il a l'initiative d'énormément de choses en France. Le castor est un peu cette espèce clé de voûte qui permet, notamment à la rivière, énormément de rivières aujourd'hui sont malades parce que elles creusent un peu leur lit et puis du coup elles vont très très vite. Donc en fait, elles ne restent pas sur le lieu en fait. Voilà. Et il faut que l'eau se diffuse en fait dans des petits canaux autour et ça va là donner une multitude de vies possibles. Et le castor, c'est sa vie de faire ça en fait. Voilà, et lui c'est son rôle en fait. Donc en fait, il y a des évidences en fait à un moment donné qui apparaissent. Ouais. Oui, et puis en fait c'est aussi peut-être, on en parlait là au tout début de cet épisode, c'était de se dire quel est le rôle du design aujourd'hui, peut-être celui de nous permettre à plein de manières différentes de retomber amoureux et amoureuses du monde. Oui. Et puis par la compréhension, par le fait de faire signal, de mettre ici et là ces petites choses qui vont pouvoir nous permettre d'aller découvrir aussi à notre tour les personnes qui, toi, t'ont inspiré, qui t'ont permis de aussi te mettre en élan autrement, etc. Ça, je trouve que c'est des grands cadeaux de faire circuler, en fait, tout ça. Et de ne pas être dans des postures de grands sachants, mais plutôt d'être dans de la proposition. Parce qu'on a quand même aussi besoin de douceur. Le monde est très dur aujourd'hui. Donc, il y a aussi le fait de la manière avec laquelle, on va dire, on amène. Invite. On invite. Voilà, c'est des invitations. Oui, l'écologie ne doit pas être une succession de dogmes à suivre, en fait. C'est pas ça, en fait. Et justement, les designers doivent inviter de façon différente en fonction d'une approche personnelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui se disent, mais sans en avoir vraiment eu conscience auparavant, j'ai créé des besoins artificiels, j'étais au service de tout ça. Mais c'est une partie de l'histoire. Donc en fait, quelque part, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, maintenant on sait, donc il y a des choix à faire en fonction de ça.
Et ça fait partie de l'histoire, quelque part, d'en être arrivé là. Comment Ouais, ton regard? j'identifie ça assez simplement. Je dis qu'il y a un design mineur dont j'essaie de faire partie, qui est un design qui questionne, qui fait ce pas de côté que j'ai toujours essayé de faire. Et puis, il y a un design majeur qui continue à faire exister le système tel qu'il est. Alors, à chacun de se positionner. Ouais, c'est ça. Et puis aussi Enfin, je pense que partout, quelque part, il y a quand même sûrement des élans et des choses. Après, on en parlait en préambule, c'est plus facile. Moi, j'ai choisi une structure petite, agile. Voilà, il y a aussi ça, il faut en parler. La façon dont on s'est structuré a des incidences énormes sur la façon dont on peut se reconfigurer. Quand on collabore avec 30 personnes dans un studio, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais, de bifurquer. Et en même temps, ça n'empêche pas de peut-être... parce que pour discuter avec pas mal de ces personnes-là, je sais aussi à quel point il y a des envies et aujourd'hui, il y a aussi une créativité à mettre au service même des structures, des organisations, tout en quelque part essayer peut-être de diversifier. Aujourd'hui, on le voit, dans le vivant, ce qui fonctionne le mieux, c'est la science de la différenciation, la forêt primaire et tous ces exemples-là qu'on connaît. C'est un parcours en fait, donc voilà, c'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Hein. C'est une façon de penser, c'est un système de pensée qu'il faut remettre en place. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pas avec une lecture, deux lectures, et tout est connecté en fait. Donc c'est un espèce de c'est une attitude par rapport à la vie qu'il faut changer. Donc, Et c'est vrai qu'après, les structures aussi plus importantes, parfois, ont des rôles peut-être différents et des rôles d'interface, moins des rôles de perceurs et d'ouvreurs de voix, mais peut-être des rôles qui vont faire redescendre, on va dire, dans une société un peu plus moins sensible, justement, qui n'a moins les moyens de pouvoir se permettre justement de faire ses choix essentiels tout de suite, de goûter petit ici et là à ça. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est quand même le plus important, c'est l'endroit depuis lequel on fait les choses et est-ce qu'on est vraiment dans une posture qui est sincère ou si on est dans quelque chose qui est beaucoup plus superficiel. Oui, puis il y a déjà eu beaucoup d'expériences en fait qu'on a un peu oubliées au début du siècle, dans les années 70 où on a pris conscience en fait dès les années 50, je dois dire, pas des années 70. Les années 50, on savait déjà. Donc, moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y a beaucoup d'écrits qui ressortent de ces années-là et on fait le même constat, on en est à peu près au même niveau. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien aussi me plonger dans, par exemple, d'aller voir les communautés du début du siècle qui sortaient en fait et allaient construire des lieux dans les forêts parce que ça existait en fait et c'était le début de l'industrialisation, le début et en fait ils voulaient pas aller travailler à l'usine et en fait aujourd'hui on pourrait se dire pourquoi ils faisaient ça. Ils faisaient ça pour se mettre à côté. Ces gens, ils remettaient en cause les normes sociales et comme par hasard on s'aperçoit que le végétalisme est arrivé en 1900, en 1900, 1905, 1910, dans ces premières communautés. Donc l'alimentation, elle est vraiment liée en fait à ces remises en cause et aussi cette idée de dire que on peut pas avoir une hygiène de vie, mais dans le bon sens sans remettre en cause cela. Et donc moi, j'aime bien aller regarder pourquoi ils faisaient ça. Ils nous parlent même de frugalité, alors qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est une thématique du design. Comment parle-t-on d'un design frugal ? Mais déjà en 1910, ils nous parlaient de frugalité et notamment Buteau qui avait construit par exemple sa communauté nous dit qu'il rejette les besoins factices, il supprime la vie de luxe, l'inutile et l'excitant. Et là, on est vraiment dans notre monde, en fait, où l'excitant, je trouve ça assez... Parce que le luxe, on en parle beaucoup, l'inutile aussi, mais l'excitant, c'est-à-dire, c'est un peu ces désirs immédiats qu'on nous propose et qui font la caractéristique de notre monde aussi aujourd'hui. Et c'était déjà énoncé en 1905-1910. Ça me fait penser aussi à ce livre, je ne sais plus qui est l'auteur, Le bug humain, qui expliquait aussi de manière, avec les neurosciences, comment est-ce que tout ça, est-ce que notre cerveau finalement, on est un petit peu
témoin. Enfin voilà, on est baladé à certains égards par ça. Et puis tu avais aussi toutes les thèses sur le désir mimétique de René Girard, avec le fait que en fait on n'aime pas vraiment nos goûts parce qu'en fait on se questionne pas vraiment sur ce qu'on aime, mais on va aimer parce que on sait que ça va être reconnu d'aimer ça ou ça. Oui, tout à fait. C'est le regard des autres qui fait. Il y avait aussi là-dessus. Et quand tu parles de ces expérimentations justement de se reconnecter autrement et de sortir du cadre, est-ce que tu crois aussi que du coup, voilà, retourner dans un environnement plus naturel, se mouvoir aussi dedans, etc., on a besoin de ça parce que peut-être qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment comment interagir avec le reste. Alors oui, sauf que eux prenaient le large dans la forêt. La forêt à l'époque, c'était une entité, on va dire, préservée. Aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on puisse le faire parce que notre monde, il est un peu abîmé partout en fait. Donc en fait, on est retourner dans le naturel. C'est pas simplement la solution, c'est qu'il faut aussi faire ce travail. Et c'est pour ça que j'ai écrit la communauté des cratères, cette fantaisie, parce qu'on est en plein dans le sujet. C'est d'imaginer qu'aujourd'hui, il faut non seulement retrouver notre relation à la nature, mais il faut aussi la soigner. Parce qu'elle a été abîmée. Et en fait, notre monde, tout comme le monde, puisque voilà, on est allé jusque-là. Donc j'imagine en fait une communauté qui prend place dans les carrières. Les carrières, c'est le lieu par excellence de l'extractivisme. Et cette communauté prend position là pour éviter qu'on les réactive, parce que voilà, on est plutôt dans ce et on est dans le sujet vraiment. Et en même temps, il se trouve que dans beaucoup de carrières qui ont été désaffectées, on a déversé nos déchets, les déchets des BTP, etc. Donc en fait, on va, en soignant ce lieu, on va être dans cette idée de faire avec ce monde abîmé de Anat Singh qui nous parle, voilà, c'est-à-dire comment maintenant on arrive à vivre dans ce monde abîmé, et on va devenir des spécialistes de ces déchets. Et là, je convoque François Dagonet qui, en fait, depuis 20 ans, nous parle de la philosophie du retournement, comment on devrait avoir une autre relation à l'abject, aux déchets, etc. Donc tout ça, ça existe. Et en fait, en venant dans ces carrières qu'on va transformer en cratères, donc on les rend naturels quelque part, on va se soigner, on va soigner notre monde et on va y voir plus clair, on va pouvoir avancer. Donc c'est juste une petite projection sur quelque chose qui pourrait exister et qui, moi, m'aide, même si c'est complètement imaginaire, à penser qu'il y a des voies de sortie et que ça peut exister. Donc là, c'est une exposition au sein, en plus de Transfo, qui est le centre culturel d'Emmaüs Solidarité, où une communauté invite cette communauté des cratères à prendre place dans leur lieu. Donc c'est quelque chose d'assez beau, puisqu'en fait c'est un lieu de vie, il y a des résidents sur place et c'est eux qui vont par exemple nous faire visiter l'expo et nous expliquer leur compréhension de cette communauté, la faire vivre en fait, cette communauté, lui donner une existence alors qu'elle est complètement imaginaire. Donc je suis passée à ce système de fantaisie parce que je me suis mis en recul en me disant mais bon, ça sert à rien de dessiner le xème objet, ça sert à rien. Voilà, donc je me suis un peu interdit de le faire alors que j'aime ça. En fait, c'est mon savoir-faire, c'est ce qui me porte. Et de ce fait, l'écriture est arrivée, ce qui n'est pas du tout légitime pour moi. Enfin, je me sens pas du tout en légitimité quand j'écris, puisque c'est pas le moyen d'expression que j'avais choisi. En fait, si je suis designer, c'est que voilà, ou artiste, c'est que quelque part, voilà, c'est pas la même chose. Mais je fais des fantaisies qui sont en fait la possibilité de combiner ces convocations de philosophes que j'aime, c'est les lieux, des moments plus intimes où je vais questionner, par exemple, ma relation à la terre. Moi, je suis née dans la craie, donc voilà, il y a tout un passage sur qu'est-ce que ça veut dire être née dans la craie, avoir vécu dans la craie, ma maison était en craie. Qu'est-ce que ça veut dire puisque j'imagine que c'est les gens qui font partie de cette communauté, vont jusqu'à là, c'est-à-dire questionner ce qui t'a porté, la terre qui t'a porté au départ, puisque j'imagine que ça a une importance. Et je fais la différenciation entre ceux qui viennent de la terre et ceux qui viennent de l'eau.
Voilà, ceux qui viennent, on entend souvent les gens qui sont nés près de la mer, ils ont cette volonté à un moment donné d'y retourner. Enfin, voilà. Moi, je suis née en pleine terre et ma terre, c'est la Crène. Donc, je pense qu'il y a vraiment une façon de se reconnecter à ça et de partir de soi pour arriver à construire quelque chose de cette relation à la terre. Et donc là, cette fantaisie, c'est un petit ouvrage. Comment tu peux le décrire, tu vois? Ouais, c'est pas très long en fait, hein, mais là, il est sous forme d'une publication qu'a souhaité faire Transfo. Donc, je vais en sortir une deuxième version avec une deuxième fantaisie aux presses du réel. Et ça va sortir génial. pour l'exposition à Firminy, donc à partir du 18 avril. Et ça dure jusqu'au 15 janvier. Donc, c'est une longue exposition. Donc c'est à côté à l'occasion de la Biennale. Voilà, à l'occasion de la Biennale du 17e. design, mais ça sera ouvert avant la Biennale du design. D'accord. C'est un espace culturel dans l'église qu'a dessiné le Corbusier à Firminy. Mais le Corbusier n'a pas simplement dessiné, il a dessiné tout un quartier, puisqu'il y a la maison de la culture, il y a le stade et il y a une unité d'habitation. En fait, c'est ce qu'on appelle le Firminiver. Et donc, je fais une exposition qui s'appelle Nos pieds d'argile. Donc, en fait, ce constat étant fait, comment on avance, encore une fois. Et je propose 3 pistes dans cette exposition. La première, c'est nous réparons. Et, entre guillemets, le commun, justement. La deuxième piste, c'est nous réhabitons. Et là, je convoque tout ce courant de pensée qui est né en Californie, déjà dans les années 70. Qu'est-ce que ça veut dire de réhabiter un lieu? Et avec des exemples précis. Donc avec cette idée un peu de lieu infini, où en fait c'est une perpétuelle transformation, une perpétuelle Non, mutation. c'est l'idée d'être vraiment ancré, de le faire à petite échelle. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on entend aujourd'hui, mais ça avait été déjà développé dans les années 70. Et la troisième piste, c'est nous préparons le terrain. Donc, nous réparons le terrain du commun, nous réhabitons le terrain et nous préparons le terrain. Et là, je présente cette fameuse maison de la restitution. C'est-à-dire que je suis partie de cette constatation que la Terre a tout un système de digestion qui donne la vie. Et en fait, si on ne lui rend rien, elle ne peut pas faire cette action. Donc, j'ai travaillé sur un démonstrateur, une maison qui sera faite à l'échelle 1, où on voit comment on peut, juste en élevant la maison de 1 mètre, proposer en fait un espace intermédiaire d'échange avec le milieu dans lequel on est. C'est-à-dire que c'est une maison qui est basée en quelque sorte sur une autonomie, mais pas complètement. Mais par exemple, on va avoir un potager, bien sûr. On va prendre les fruits et les légumes et on va pouvoir le mettre dessous cette maison sous forme d'un garde-manger. Donc, c'est réactiver des choses qui existaient, tout simplement. Et on a des trappes dans la maison pour pouvoir accès à ce garde-manger. C'est le plancher qui s'ouvre, tout simplement. On a la même chose avec le bois. Et on va pouvoir faire l'inverse. Donc, le bois va servir pour alimenter le poêle qui va servir pour la cuisson également, bien sûr. Et de l'autre côté, on va avoir ce qui vient de la maison et ce qui est destiné à être réutilisé. Donc, les déchets du compost, ça c'est déjà existant. Mais aussi les eaux vannes, toutes les eaux grises en fait. Et ils sont appropriables parce qu'ils sont visibles, on les voit, et donc ils sont quelque part prennent un statut de ressource en fait. Et comment on va pouvoir de ce fait les réutiliser plus facilement. Et est-ce que, ça a l'air passionnant. Donc ça ouvre en avril. Oui. Ok. Et ça me fait penser là aussi, tu sais, quand j'étais allée au campus Mana visiter, tu avais réalisé une table four solaire. Enfin, il y avait tout un dispositif. Oui. Tu peux nous en parler parce que cette manière de cuisiner low-tech. Donc, c'est sous forme d'un workshop de 3 jours. Je voulais à la fois que l'on puisse transformer le métal et le bois. Et comme il y a un extérieur assez intéressant, il y a déjà le potager. Je me suis dit, l'idée, c'est de faire l'étape qui suit, qui est de préparer le repas
à l'extérieur avec une grande table, voilà, qui a un plan et prend énormément de plaisir en fait ensemble à manger ensemble. Mais il y a aussi l'idée qu'on pourrait partager la préparation et surtout si on va chercher nous-mêmes les légumes, voilà, on les découpe ensemble, donc c'est un grand plan. Et en même temps, on a un four solaire qui est sur la table, au bout de la table, et on va pouvoir y poser les légumes. Le four solaire, il a besoin de temps aussi, donc ça participe à cette idée de reprendre du temps. Donc on peut très bien préparer, et puis après on peut faire des conserves, etc. à côté, pendant que le four agit, jusqu'à temps de pouvoir le partager ensemble le repas. Et ça, tu penses qu'aujourd'hui, il y a... Enfin, comment est-ce que ça peut emménager dans nos vies ces manières alternatives, parce qu'il y a tellement cette culture, tu vois, des plaques, de cette gastronomie en France avec ces cuisines où ça hurle, où ça machin, où ça et là c'est autre chose, c'est d'autres sons, c'est notre rituel, c'est tout autre chose. Oui, cuisiner low-tech. Là encore, c'est pas juste le four qui est important, c'est la façon d'aller chercher les légumes dans le potager, de s'apercevoir que la tomate, elle n'est pas du tout, elle n'a pas la même tête que dans le supermarché. Et quitter quelque part cette nourriture transformée qu'on nous propose. Ouais, et puis rendre désirable aussi en fait ces scénarios auxquels on n'a pas été habitué petit, pour celles et ceux qui n'ont pas vécu à la campagne, tu vois. C'est mon cas par exemple. Et moi, il y a des chefs qui m'inspirent beaucoup, tu vois, Nadia Samut, etc. C'est des gens qui aujourd'hui font des dîners de chefs étoilés, etc. avec ce genre de cuisine. Et parce qu'aussi quand même des personnes qui travaillent l'alimentation vivante, etc., c'est vrai qu'on peut se régaler, avoir ce goût un peu d'umami, tu vois, qui est dans le vivant, qui ne se développe d'ailleurs que sur des choses vivantes, qui nous rassasie profondément. Tout à l'heure, tu parlais de la qualité nutritionnelle des choses. Oui, c'est aussi ça, puis c'est la façon dont on digère aussi, parce qu'en fait, notre corps n'est pas fait pour absorber 3 repas par jour. Voilà, on a évolué, notre système d'alimentation a évolué beaucoup plus que, voilà, notre système digestif, il est le même, hein, en fait, il n'a pas beaucoup bougé, et donc on n'est pas en capacité de digérer tout ça. C'est aussi ça, c'est pas, voilà, c'est bien sûr... Donc, c'est s'apercevoir de ça, c'est assez beau de s'apercevoir on peut agir et qu'on peut prendre en compte son système digestif, savoir ses besoins, comprendre qu'il y a des limites à pas dépasser, qu'il y a une qualité d'ingrédients et qu'il y a des choses qui se digèrent, des choses qui se digèrent pas, des choses qu'il faut pas mélanger. Et c'est beau en même temps parce qu'on apprend à connaître en fait tous ces mécanismes qu'on aurait dû en fait connaître même depuis la prime enfance. Je pense qu'il devrait y avoir des cours à l'école sur la façon dont on digère, tout simplement. Oui, et puis, enfin, on en parlait beaucoup avec Roland et toutes ces personnes qui, quant à le processus de transformation aussi de ces semences, etc., et que la vie, en fait, on n'est plus dans une position où on contrôle. Certaines personnes vont nous dire, bah oui, mais alors du coup, dans les processus d'hygiène, etc., attention, parce que ça pourrait... Donc là, il y a le rapport au risque, en fait, qui arrive. Et je trouve que c'est très intéressant parce que moi, pour me questionner depuis longtemps sur le beau, j'ai l'impression qu'en fait, on a aseptisé et on a perverti un peu le beau aussi parce qu'on n'est pas OK, on n'a pas questionné notre rapport à l'aléa, au risque, et on n'a pas cultiver notre goût. Oui, on est dans un monde où on n'aime plus prendre de risques. En fait, on évite les risques. En fait. C'est la même chose dans les aires de jeu. Ouais, ça, je voudrais bien que tu en parles. Ouais. Tu vois, ton expérience là-dessus. Comment tu as perçu et qu'est-ce qui t'a surpris? Déjà, on s'aperçoit que les aires de jeu sont régies par des normes qui sont très, très puissantes. C'est tout un système qui est construit au niveau européen, mais on s'aperçoit que c'est un système économique en fait que ça favorise tout simplement. Donc ces normes ont été faites pour légitimer l'arrivée d'industriels qui ont 80% du marché aujourd'hui. Et c'est pour ça que les aires de jeu se ressemblent partout dans le monde entier, parce qu'il y a une puissance de feu de ces industriels pour alors normaliser. C'est trop bien d'avoir des différences. Voilà. Alors que dans les années 70, les aires de jeu étaient faites par les artistes, et qu'elles proposaient des univers complètement différents.
Donc aujourd'hui, il faut aussi questionner ça. Pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que nos enfants méritent ça? Je ne pense pas qu'ils le méritent. Je crois qu'il y a des études, mais c'était hallucinant, qui partageaient le fait que quand tu n'as pas pu prendre un petit risque quand tu es grand, ça, quand tu es petit, ouais. après tu as une aversion au risque et tu Voilà, c'est ça. On n'est pas en train de préparer des générations qui vont agir. Non, ça se passe dans la petite enfance, tout à fait. Si on ne vient pas tester ses limites dans une aire de jeu pour les citadins, les enfants qui sont à la campagne le font autrement. Quoique, je pense que les parents ont aussi peuvent aussi avoir peur en fait de l'extérieur. C'est peut-être plus aussi pour les parents. Et en fait, c'est nécessaire pour tester ses limites, comprendre et avoir envie de les dépasser. Voilà. Donc, si on ne fait pas ça dans son enfance, on le fera jamais plus tard en fait. Oui, parce qu'en fait, on loupe des occasions ou des opportunités un peu structurelles, justement, de donner confiance parce que tu traverses ta peur, en fait. Il n'y a que comme ça, du coup, que... Oui, alors aujourd'hui, je pense que on fait beaucoup appel au sport pour faire ça, dépasser ses limites. Mais d'une façon un peu, qui, moi, me gêne, puisqu'en fait, c'est plutôt en mettant en avant des pratiques de compétitivité. Voilà, c'est dans un cadre, voilà, qui souvent, alors que dépasser ses limites et expérimenter, c'est un plaisir. C'est pas pour être plus fort que le voisin. C'est pour s'enrichir et s'émanciper personnellement. Donc en fait, il y a quand même des confusions qui sont faites énormes. Ouais. Et en même temps, il y a pas mal de signaux faibles. Là, je voyais, je crois que c'est les salles d'escalade qui font un boom de dingue parce que justement, c'est des lieux qui sont aussi pensés pour que tu puisses te restaurer, machin. Enfin, c'est assez bien foutu le concept. Et il y a ce truc de liberté, de pouvoir, même si tu es en intérieur sur une paroi, etc., mais tu as une autre relation à ton corps. Enfin, tu développes des choses que peut-être tu n'avais pas développées avant ou que l'environnement dans lequel on vit ne t'avait pas permis de développer. Et ça muscle ta confiance aussi quelque part ailleurs dans la vie et tout ça. Et ça me fait aussi penser à une discussion que j'avais eue avec Sophie Marianopoulos, qui a avec son mari cette maison d'édition Les Liens qui Libèrent à Uzès. Et elle a monté une association qui s'appelle Les Pâtes au beurre, donc dédiée aux enfants. Et en fait, elle me racontait les discussions qu'elle avait eues avec beaucoup d'industriels ou des personnes qui fabriquent, tu sais, les objets pour la petite enfance. Et qui, du coup, elle était horrifiée parce qu'elle me dit, mais en fait, quand t'es dans un bain, par exemple, t'es bébé, le fait de glisser, et d'être retenu avec quelqu'un qui t'assiste, c'est beaucoup mieux que, en fait, et tu prends conscience de ton corps et tout, que si t'es figé sur ton truc et que t'es harnaché partout et que tu peux plus bouger. Et en fait, à vouloir qu'il ne se passe rien et qu'il n'y ait pas de risque d'une part, on se prive de justement la beauté et de la saveur de la vie, quoi. Oui, c'est un peu les mêmes principes. Maria Montessori, elle donnait de la porcelaine, en fait, comme dinette. La façon de... Très tôt, tu comprends la fragilité de la matière. Voilà. Donc, plus on le comprend tôt, et mieux c'est, quoi. On va après être plus fort, en fait, dans l'idée de... Donc, c'est vraiment ça. Et est-ce que, parce que tu vois là, en venant là, venant jusqu'à chez toi, je passais, il y avait pas mal d'endroits un peu... tu sais pas ce que c'est exactement, mais je me disais... même pour des ados, etc., il y a plein d'espaces qui pourraient être comme des mini zones friches, lieux qui soient ouverts. Et t'en parlais, ça, je sais plus si je crois que c'est toi qui parlais aussi de tout ça, de comment est-ce qu'on continue à susciter cet esprit de bricoleur, d'avoir un lien avec les objets, la matière, le à quoi ça sert. Oui, c'est important de toucher les choses, de les transformer soi-même, d'avoir une action sur les choses. Alors, je lisais quelque chose d'intéressant sur la mémoire, justement, dernièrement, et on parle de mémoire intérieure, donc ce qui est la mémoire de l'humain, et puis la mémoire extérieure, qui est la mémoire qui est sur les réseaux, etc. Et il est assez clair qu'il y a, à un moment donné, s'il y a un trop grand déséquilibre, en fait, si on ne fait plus appel à sa mémoire interne et qu'on fait simplement appel à la mémoire externe, eh ben on n'a plus cette capacité, en fait, à réactiver la mémoire de la même façon, et notamment sa mémoire interne, qui est important. Et en fait, dans le cerveau, la partie qui gère notre mémoire interne et la partie qui permet de se projeter
est la même. En fait, c'est les mêmes neurones en fait qui gèrent ça. Donc en fait, on vient de s'apercevoir, et d'ailleurs les personnes qui sont amnésiques, elles ne peuvent pas se souvenir, mais elles ne peuvent pas non plus se projeter. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce déséquilibre entre la mémoire interne et la mémoire extérieure peut fragiliser notre capacité à faire appel à notre mémoire interne, à la réactiver et donc à se projeter, tout simplement. Et là, ça donne des conséquences un peu dramatiques, on le voit. Et ce qui est aussi beau aussi, c'est de comprendre qu'en réactivant la mémoire, elle se réactive en rapport avec ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que le passé, c'est un passé qui est réactivé, mais en tenant compte de ce qui est de nos états du moment, de ce qu'on pense, l'évolution de la société, etc. Et on sait très bien aujourd'hui ce que ça peut donner en fait aussi, cette idée de réactiver ou de faire appel à certains passés. Donc il y a une vigilance à avoir sur cet équilibre entre ce qu'on appelle la mémoire intérieure et la mémoire extérieure. Et donc aussi, ça veut dire une vigilance aussi, nous, de ne pas faire rentrer dans notre quotidien, etc., des choses dont, on ne veut pas se souvenir, ou deux, qui vont rien aggrader en fait chez nous, rien nous apporter. Donc être vigilant, ce qu'on consomme comme, oui, bien sûr. Comme info, et aussi de savoir dire non, j'imagine, parfois. Pour toi, tu vois, pour réveiller un peu notre part sensible, parce que c'est un petit peu là où on en est, évidemment. C'est comme ça qu'on va arriver à avancer, ouais. Ouais. De quels inattendus on a besoin? Alors, je lisais quelque chose à ce propos dernièrement. Par exemple, dans l'exposition de la communauté des cratères, je fais beaucoup appel aux symboles. Et je me dis, j'ai eu cette question, je dis, pourquoi tu passes par le symbole? Et en fait, on s'aperçoit qu'en tant qu'humain, il y a eu en fait une évolution conjointe entre le fait de créer des outils et créer des symboles. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit là encore qu'on crée des outils, mais les symboles, ils sont fragilisés. Et pourtant, c'est notre capacité vraiment humaine, en décidant de sortir de la condition animale pour s'approcher d'une condition humaine. C'est ces symboles en fait qui apparaissent. C'est les outils aussi, mais c'est les symboles. C'est notre capacité à penser, c'est notre capacité à parler en concept. C'est tout ça qui se construit. Donc, c'est très important aujourd'hui de se batailler pour les symboles, les concepts, d'arriver à parler d'imaginaire, de s'imaginer ces choses. On a parlé tout à l'heure de se projeter. Ouais. Et donc, je pense qu'on a un rôle à jouer, nous, créateurs, créatifs, pour faire en sorte que cette technicité qui est là, qui s'impose et qui en fait est aussi décuplée en force par le numérique, soit aussi contrebalancée par le monde imaginaire, par des échappées qui nous permettent de voir les choses différemment, de les digérer, de les conceptualiser, on va dire. C'est très important. Et alors, on va finir un petit peu avec cette question, tu sais, signature dans le podcast du beau pour toi, mais aussi peut-être ce qui met en élan et ce vers quoi, parce que on se questionne aujourd'hui sur les désirs, mais au-delà, et tu le dis aussi très bien, c'est le sens en fait, et donc du coup les projets de vie quelque part. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à se projeter, d'avoir des projets de vie. Donc, notre rôle, ça peut être ça aussi. Mais ça passe par ce qu'on vient de dire, en fait. Et la fantaisie, pour moi, c'est ça. C'est une petite échappée qui nous dit, oui, si le commun reste, ça peut exister à des petites échelles, ça, c'est important. On peut participer au monde de demain. Je viens juste de trouver ce livre de Pierre Bardot et de Christian Laval, qui sont des spécialistes du commun. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup. Ils ont d'abord parlé du commun au niveau historique, et puis là, ils se sont dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justement nous réconforter? Quelles sont les irruptions qui sont en train de se produire et qui peuvent nous dire que les conditions et les contours d'une action commune, d'une action publique est en
en train de se faire. Et ici, 3 irruptions intéressantes. La première, c'est la multiplication des formes d'autogouvernement comme au Chiapas, qui sont en train d'arriver. La deuxième irruption, c'est celle de la transnationalisation des luttes et des mouvements accélérés pour les enjeux écologiques. Donc ça veut dire que c'est plus simplement dans des petits coins à petite échelle. Il y a quand même quelque chose qui devient transnational. Et la troisième irruption, c'est celle du mouvement des peuples autochtones qui remet en cause la conception occidentale, justement, des relations entre la société et les milieux d'existence. Et ce qui est la clé de voûte de tout ça, c'est la décolonisation de la pensée. Et là, on fait des avancées, certaines, mais il faut qu'on agisse. Qu'on reprenne confiance en voilà, nous. sur cette idée de décoloniser la pensée. Est-ce qu'il y a une adresse ou quelque chose, un endroit qui te ravit, tu vois, et que tu aimes bien, et que tu aimerais la partager avec nous Oui, mais moi, je vais souvent au 104. Ouais. Voir des spectacles, des expos, et je vais aussi à la Ménagerie de Verre. C'est 2 lieux en fait qui sont un peu mes portes ouvertes sur la création. Et c'est 2 lieux aussi qui font la part belle à des spectacles hybrides, voilà, et aussi des formations assez jeunes. Donc je suis très contente de découvrir leur programmation. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment ou que tu pourrais nous recommander? Donc là, tu nous en as parlé beaucoup. Tes fantaisies. Tu me partageras les infos, comme ça je mettrai les liens là dans les épisodes. Et sinon, est-ce qu'il y a autre... Voilà, le laboratoire de la fermentation. C'est différent. Mais je peux faire une petite liste, en effet. On va Avec joie. Ok. Merci beaucoup, Nathalie. Mais de rien.